Bonjour, on est le 22 avril 2021, donc jeudi 22 avril 2021, avec une météo qui semble très bonne, puisqu'en fait il y en a un ciel azur avec une diminution des nuages blancs. On a de moins en moins de nuages blancs, ce qui veut dire qu'on retrouve un ciel quasiment presque azur, parce qu'il y a toujours des fins petits nuages blancs. Mais en tout cas, il fait très bon. Il fait très bon avec un ensoleillement, une clarté, et je veux dire une chaleur qui commence à apparaître. On voit bien qu'on est sorti de l'hiver. Maintenant, on voit bien qu'on a sorti de l'hiver, mais on a quand même on avait du vent pendant la nuit. Donc voilà. Alors cette vidéo-ci va concerner donc une vidéo qui va parler donc, des chromosomes. Des chromosomes. euh, des chromosomes. Alors, c'est-à-dire que je parlais du vivant. C'est ça que ça veut dire, je parlais du vivant. Bon, qu'est-ce qu'on appelle du vivant? Bon, c'est une très bonne définition à donner. Parce que qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui ne vit pas? Mais généralement, les scientifiques donnent la notion de vivant à aux êtres humains et aux plantes. Les plantes et les êtres humains sont les êtres vivants. Enfin, les animaux, les plantes, les animaux et les plantes constituent le vivant. Le vivant sur Terre, c'est le vivant. Alors donc, l'être humain est un animal qui est au-dessus de la chaîne, voilà, au-dessus de la chaîne alimentaire. Il fait partie, voilà, du maillon le plus haut. Et l'être humain, bon, on peut manger n'importe quel animal, mais bon, il y a des animaux qu'il considère comme animaux de compagnie, donc il les mangera pas. Mais s'il viendrait avoir une guerre où il aurait, je veux dire, il subirait, je veux dire, les affres, voilà, les affres voilà, du manque de nourriture, ben, il est capable de manger tout, hein. Il est capable de manger un rat, il est capable de manger une souris, il est capable de manger un chien ou un chat. Il n'y verra plus le chat comme un animal de compagnie, mais plutôt comme je veux dire, un animal pour lequel il pourra, je veux dire, subvenir à ses besoins primaires, c'est-à-dire se nourrir. Donc vous voyez que c'est ce qui se passe pendant une guerre, hein. Pendant une guerre, les gens, quand ils ont très faim, bon, ils trouvent tout ce qu'ils ont en leur possession, des orties, des feuilles, des animaux en tout genre qui ne mangeraient pas, je veux dire, en temps normal, parce que voilà, la seule raison qu'il a, ce sont des raisons primaires de se nourrir, de se nourrir. Donc, l'être humain est au-dessus de la chaîne, il est capable de manger tout et n'importe quoi. Bon, ben, il peut même manger des insectes. Bon, ce qui veut dire que il est tout au-dessus de la chaîne alimentaire et que, bien sûr, c'est un être doué d'intelligence. Mais d'ici 10, 15 ans, 20 ans, peut-être que celui qui mangera de la viande, on dirait que c'est un cannibale, hein. Voilà, on dirait que c'est un cannibale. Parce que bon, à table, on a une évolution de la consistance au niveau de l'alimentation. Et on a des règles de plus en plus qui ressortent et qui disent que, bon, voilà, l'animal doit être, est un être vivant comme tous les êtres vivants et doit être pris en considération. Doit être pris en considération, notamment au niveau des abattoirs. Il doit être pris en considération. Donc le mot abattoir, peut-être un jour il sera banni parce que dans la notion d'abattoir, on doit avoir un abattoir conforme qui respecte le bien-être animal, bien qu'on tue l'animal. Bon, on considère que c'est un bien-être quand on le tue pour les besoins de l'être humain, mais un jour viendra que les abattoirs n'existeront plus et on ne tuera plus d'animaux. Alors je vous rappelle que certains mangent du cheval, alors que le cheval a été un animal de compagnie pendant de nombreux siècles, notamment pour que les êtres humains puissent se véhiculer au travers soit d'un cheval ou d'un âne. L'âne étant un très bon animal de compagnie ses devoirs, euh, ses devoirs de tâches qu'on lui pourrait lui faire, enfin qu'on pourrait lui donner, les tâches qu'on pourrait lui donner. Donc le cheval assumait des tâches voilà, de véhicule, ainsi que l'âne.
L'âne et cheval véhiculent ainsi qu'on peut entrevoir l'éléphant comme un animal de compagnie pour qui aide l'être humain. Donc l'éléphant en Inde il est utilisé, en Afrique il peut être utilisé pour aider l'être humain, par exemple à la déforestation, hein, je pense à la déforestation. Donc le cheval était dans chaque maison auparavant il y avait un cheval parce que le véhicule c'était le cheval. Le véhicule c'était le cheval. On avait l'animal de compagnie qui était le cheval. Donc le cheval était utilisé comme un véhicule, un véhicule. Mais certains mangent le cheval, tout comme dans certains pays, certains mangent des, comment on appelle ça, des animaux un peu spéciaux, tels que le chien qui était considéré comme un animal de compagnie. Certains mangent le chat alors que c'est un animal de compagnie. Certains mangent du serpent alors que certains n'aiment pas devoir voilà, ramper un serpent. Certains mangent du singe. Certains mangent de l'âne alors que bon, il est considéré comme animal de compagnie pour véhiculer aussi tel que le cheval. L'âne ou le cheval, bon, apporte tous les deux. Je veux dire, voilà, une aide au transport. Certains mangent de la viande de tout. Voilà. Il y en a qui mangent des insectes parce que ça contient des protéines. Effectivement, ça reste de la viande. Et quand elle est cuite, bon, elle est mangeable par l'être humain. Donc l'être humain mange toutes sortes de viande. Bon, alors, l'être humain, donc, je vous disais que c'est un être vivant, bon, qui est tout au-dessus de la chaîne alimentaire, qui normalement devrait être rationnel, qui ne l'est pas toujours. Alors, le, si je prends comme être vivant l'homme, bon, l'homme c'est dans le sens homme et femme, eh bien, c'est-à-dire que si je prends l'être vivant qui est l'être humain, eh bien l'être humain se décline en deux genres, en deux genres, en deux genres. Donc il y a l'homme et la femme. Alors, ce qui fait la ressemblance dans l'homme ou la femme, tout d'abord, il y a des dissemblances et il y a des ressemblances. Les dissemblances, bien sûr, c'est les traits sexuels. Les traits sexuels, on les voit apparaître, euh, et c'est ce qui distingue, je veux dire, l'homme et la femme. Comportement, le comportement, voilà, le corps, on sait distinguer au niveau du corps, au niveau des organes du corps, au niveau du comportement et voilà, de la façon de bouger. Façon de bouger, on peut dire que bon, on peut typer bien sûr l'homme ou la femme au travers de ces traits sexuels, comme on dit. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est commun aux deux, c'est que tous les deux, ils doivent se nourrir. Parce qu'ils font partie du règne du vivant. Donc ce sont des êtres vivants. Les êtres vivants ont besoin de se nourrir. Donc se nourrir au travers de l'énergie. L'énergie, bon, ils doivent ingurgiter de l'énergie, transformer cette énergie pour apporter aux cellules, chacune des cellules du corps, l'énergie suffisante qu'elle a besoin pour vivre. Une cellule a besoin de vivre. Donc, un corps qui est constitué de cellules a besoin de vivre. Donc, pour vivre, il faut nourrir les cellules, bien sûr, lui apporter de l'oxygène, apporter donc l'alimentation nécessaire, donc la nourriture nécessaire, et bien sûr les nutriments que les cellules ont besoin. Donc bien sûr, il y a tout un mécanisme qui se fait. Une personne mange de l'alimentation, elle broie, elle casse voilà, elle broie l'alimentation, elle ingurgite cette alimentation, ça arrive à l'estomac, bon, c'est broyé encore une fois, c'est retravaillé, et tout est renvoyé vers, voilà, ça passe par le faux aussi, et tout est décomposé, on a un passage de l'alimentation vers des nutriments, des aliments
on passe des nutriments, et les nutriments vont aller dans tout le corps, dans toutes les cellules du corps. Toutes les cellules du corps, et bien sûr, ce que le corps n'a pas besoin, eh bien, ça va être rejeté en tant que déchet, en passant bien sûr par l'intestin. Alors, ça c'est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme. Il n'y a pas de... Voilà, parce que tous les deux sont des êtres vivants. Simplement, c'est deux points de vue différents, dans le sens où c'est deux types d'êtres humains différents. Différents parce qu'il y en a un qui est de genre masculin et l'autre de genre féminin. Donc, c'est deux genres différents. On a bien deux genres différents. Il n'y a pas d'égalité, bien sûr, parce que il y a l'égalité au niveau des droits. Des droits, oui. Enfin, on essaie d'avoir dans certains pays des égalités de droits au niveau voilà, de salaire, égalité de salaire, égalité au niveau des tribunaux, etc., etc. Mais je ne parle pas de ça. Je parle au niveau de la physionomie, au niveau de la typologie, au niveau de voilà, du corps. Mais on a bien deux corps différents, avec, c'est-à-dire deux types d'êtres humains différents, c'est-à-dire l'un qui est de genre, de genre masculin et l'autre de genre féminin. Voilà, on a le genre masculin et le genre féminin. Mais en tout cas, pour les deux, ils ont besoin de se nourrir. Alors, pour les besoins, ils sont obligés d'aller chercher leur nourriture, soit en se déplaçant, soit en allant travailler, soit voilà, en effectuant un travail. Ils ont besoin, je veux dire, d'aller rechercher des ressources pour pouvoir se nourrir. Alors ces ressources, au travers bien sûr peut-être d'un salaire, ou tout simplement pour aller rechercher, tout simplement aller traire les vaches et boire le lait de la vache ou faire du beurre avec de la vache, se nourrir avec du bétail comme le faisaient nos ancêtres. Ils n'avaient pas forcément d'argent. Ils se basaient sur du troc. Mais maintenant, l'homme moderne a besoin d'argent pour, je veux dire, l'argent est quelque chose, un échange. C'est un échange, alors qu'avant, ils faisaient de l'échange avec du troc. Maintenant, le point de vue de l'échange, c'est de la monnaie. La monnaie. On peut échanger, mais au travers voilà, d'un bien qui est, on va dire, une monnaie qui est... En fait, la monnaie, c'est quelque chose de monnayable, c'est-à-dire d'échangeable. On échange de la monnaie contre un bien. On échange la monnaie contre un bien. Donc, aller chercher un salaire, c'est aller chercher de la monnaie. On va chercher contre un service, on va chercher de la monnaie. Et cette monnaie, on peut aller chercher de la nourriture pour s'alimenter et donc apporter les nutriments que le corps a besoin. Voilà. Et ça, c'est le point de vue du règne du vivant. Tout être vivant a besoin de se nourrir. Alors, tout être humain a besoin, bien sûr, de faire attention à sa santé. Pourquoi? Parce que l'être humain est composé d'innombrables organes. Hein. Il a un système endocrinien, système lymphatique, système nerveux, système musculaire, système osseux. Voilà, il a un système voilà, système auditif, système visuel, système voilà, il a plein d'organes, il a des organes ces organes jouent le rôle de fonction. Et tous ces organes-là, bon, nécessitent d'être au mieux pris en considération pour assurer une bonne santé physique, une bonne santé physique. Donc on demande de faire du sport pour avoir une bonne santé physique, mais on demande d'aller chez le médecin quand on a une certaine maladie pour que le médecin puisse prescrire des médicaments pour que la personne puisse soigner ses bobos. Alors toute maladie n'est pas forcément guérissable, donc à ce moment-là on fera des soins, on va dire des soins pour supporter au mieux la maladie et donc s'adapter à une configuration de santé qui ne doit pas, je veux dire, prendre les devants sur le moral. Le moral, bien sûr, je vous ai dit que, enfin, je vous rappelle que le moral c'est fondamental. Hein. Le moral c'est fondamental. Donc, quelqu'un qui a une mauvaise santé, c'est de se battre au quotidien et apporter les soins nécessaires, bien que ce soit une maladie, je veux dire, qui va rester tout le temps, hein, parce qu'il y a des maladies comme ça, quand elles arrivent, elles partent plus. Eh bien, il faut faire attention à ces maladies-là. Il faut se soigner. Même si elles ne se guérissent pas, il faut se soigner pour rendre la vie quotidienne le mieux, la plus satisfaisante, malgré des bobos au corps. Donc, l'homme ou la femme ont la particularité tous les deux de préserver au mieux leur santé pour
voilà, pour se sentir pleinement satisfait au niveau santé. Alors, de tout temps, l'être humain a toujours eu besoin de logement, que ce soit l'homme ou la femme, ont toujours eu besoin de logement pour se loger et bien sûr avoir leur cocon et leur milieu de vie, et c'est-à-dire s'abriter contre toute forme voilà, de difficulté de vie. C'est-à-dire, par exemple, je pense au climat. Hein, je pense au climat, je pense au vol. Bon, quelqu'un qui a un logement, bon, il se préserve voilà, des vols extérieurs, de tout ce qui pourrait arriver comme bobo extérieur. Un logement, déjà un point de vue sécurité, sécurité contre le climat, sécurité contre le froid, sécurité contre voilà, des voleurs, une sécurité. Voilà. Et c'est aussi un cocooning, c'est un bien-être à l'intérieur de son logement. Donc c'est penser un petit peu à sa santé, c'est des pièces pour se récréer, des pièces pour se nourrir, des pièces pour aller dormir, parce que l'être humain a besoin bien sûr de se reposer, bien sûr, il a besoin de repos. Hein, sans repos, bon, c'est très mauvais pour le moral, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc l'être humain, il a besoin de repos, il a besoin. Et tout ça, il peut le vivre dans un logement. Donc il va vivre dans un microcosme qui est un logement, et dans ce logement, ben, il va y vivre à l'intérieur, bon, et pratiquer voilà, tous les gestes quotidiens, les manies qu'il peut reproduire au quotidien. Donc, au travers d'un logement. Alors, le repos fait partie bien sûr de la santé, hein, parce que bon, ne pas se reposer, c'est mettre à mal sa santé. Donc, bien se reposer, c'est faire attention à sa santé. Donc, on va dire, gérer sa santé, c'est un petit peu gérer bon, son état de fatigue, de repos, et de savoir mettre un arrêt quand il le faut par rapport à ses activités, ses occupations, etc., pour éviter soit des bobos, je veux dire, au niveau du dos, des bobos au niveau des articulations, des bobos au niveau de la tête, parce que bon, on peut avoir mal à la tête en travaillant de trop. Si on ne se repose pas, ben ça va aller mal pour la tête, je vous le dis tout de suite. Euh, des bobos au niveau de tout. Donc le repos concourt, si vous voulez avoir à gérer sa santé de manière à ce qu'elle soit bon, qu'elle soit, je veux dire, la plus optimale possible. Se reposer au maximum. Trop se reposer, c'est pas bon non plus, je vous le dis tout de suite. Mais il faut un repos optimal. Un repos optimal. Donc, vous voyez que l'être humain a besoin d'avoir une bonne santé, de se nourrir correctement, d'avoir un logement, d'avoir un milieu de vie pour lequel voilà, il va y vivre. Alors bien sûr, il y a le point de vue, encore une fois, moral. Moral, ça fait partie de la santé, mais pas santé physique, mais santé morale. Et dans la santé morale, ben, il doit gérer sa santé morale au quotidien pour avoir un certain bien-être moral. Le bien-être moral est un travail au quotidien, au travers ben, d'activités, bien sûr, au travers de contacts amicaux, bien sûr, bien choisir ses contacts, parce que si s'entourer de mauvaises personnes, ben, c'est s'entourer, je veux dire, voilà, c'est d'avoir un moral qui va être plus au plus bas qu'au plus haut. Donc s'entourer, il faut des personnes, je veux dire, saines, s'entourer de personnes saines dans son entourage, c'est-à-dire positif, et qu'elles, bien sûr, qu'elles ne vous veulent pas du bien. Parce que si elles vous veulent si elles vous veulent du mal, ben, c'est pas votre morale va réagir par rapport à ça. Donc, si vous êtes dans un milieu social, ben, prônez pour le milieu avec des personnes, je veux dire, faites équipe avec des personnes euh, qui, qui, qui vous qui veulent votre bien et pas qui veulent votre mal. Parce que si c'est pour des gens qui veulent votre mal, il faut, on va dire, se détacher de ce genre de personnes et les éviter au maximum si vous les voyez tous les jours. Voilà. Donc le moral est important pour l'être humain. Donc l'être humain, qu'est-ce que c'est? Ben, il a besoin d'amitié, il a besoin, je veux dire, de contact, il a besoin d'une vie sociale, qu'elle soit au niveau d'activités professionnelles ou d'activités non professionnelles, donc des activités amicales. Voilà.
Alors, et tout ça concourt, je veux dire, peut survenir soit au travers, au sein d'un logement, soit au sein d'un milieu professionnel, au sein d'un milieu amical, au sein d'un milieu sportif, d'un club sportif, d'un club, voilà, d'un club social, on va dire voilà, d'un environnement social. Donc, je sais pas si environnement il y a deux N, je ne sais pas. Environnement, je vais voir dans le dictionnaire en toute vitesse. L'environnement, parce que chaque fois j'ai un doute là. Je vais passer mon temps parce que je n'aime pas de faire des erreurs, donc environnement, c'est des E. Oui, environnement, c'est bien deux N. Ce qui entoure, donc ce qui constitue le voisinage, ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent un individu humain, animal ou végétal. Ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent un individu humain, animal ou végétal ou une espèce. Voilà. Il y a par exemple défense de l'environnement, ensemble des éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie d'un individu. Bon, voilà. Donc le cadre de vie n'est pas forcément le logement, hein. On vit dans un logement, on est d'accord, mais parfois on sort de ce logement-là et on va dans un environnement extérieur au logement. Donc on a un environnement, un voisinage au logement. Ce voisinage peut être grand ou petit, on s'en fout. Voilà. Vous pouvez voilà, partir. Qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui est grand ou petit? Bon, faire un voyage à cheval de 5000 km n'est pas faire un voyage en avion de 2 heures pour lequel le cheval aurait pris voilà, des jours pour le faire, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que l'environnement proche ou éloigné? Vous faites un voyage en avion de 2 heures, ben, est-ce que c'est éloigné? Je ne sais pas plus parce que vous n'avez fait que 2 heures d'avion. Il y a peut-être la distance est grande, mais le temps parcouru pour y arriver est petit. Donc, bon, voilà, vous avez fait 2 heures en avion pour faire 2000 km. Alors que ces mêmes 2000 km à chevaux auraient pu prendre plus longtemps. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un environnement proche? Bon, si c'est proche, bon, vous prenez l'avion, en 3 heures vous y êtes, bon, qu'est-ce que c'est proche, hein. Pour moi, c'est proche. Vous asseyez dans l'avion, vous lisez dans un bouquin, dans 2 heures, vous êtes là. Et si vous réduisez ce temps, vous risquez de tomber, je veux dire, imaginez-vous que vous rentrez dans une porte, en 1 minute, vous êtes arrivé à 5000 km de là. Vous ouvrez une porte, voilà, vous faites une transe, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une transmutation. En 5 minutes, vous passez d'un espace 1 à un espace 2 à 5000 km en 2 minutes. Bon, par une transmutation, bon, c'est de la science-fiction, bien sûr. Mais c'est pour vous dire qu'est-ce qui est loin, qu'est-ce qui est loin, proche. Un environnement à 5000 km, c'est proche si vous allez en avion, hein. Mais c'est éloigné si vous allez à pied ou en voiture. 5000 km. Voilà, ceci étant dit, donc l'environnement proche ou éloigné. Donc l'environnement, c'est l'environnement proche ou éloigné du logement. Donc on peut avoir une vie qui est en dehors de son logement. Que ce soit un environnement proche ou éloigné, on peut avoir une vie voilà, sociale extérieure, que ce soit éloigné ou proche. Voilà, donc l'être humain a besoin donc de se nourrir, d'avoir une certaine forme de santé morale et physique, d'avoir un logement et d'avoir voilà, une vie sociale avec bien sûr ce qu'on appelle des stimuli, puisque dans cette vie sociale, ben, il va concourir à avoir des événements temporels. On va avoir des événements temporels. Il va s'y passer des choses euh, dans son environnement. Bon, il y aura des activités, il y aura, voilà, il fera peut-être des bêtises, ça va concourir à faire partie. Voilà, on va se rappeler d'une bêtise, hein, bon, certains se rappellent de certaines bêtises. Bon, il raconte
un événement qui se serait produit, que ça leur a fait voilà, sourire après certains. Bon, certains événements ne font pas sourire dans un premier temps, mais après, ça fait sourire après des années après. Bon, et ils en gardent voilà, une mémoire et ils en reparlent autour d'un café ou à tabler. Je veux dire, avec des amis, et ils se rappellent d'un événement temporel qui aurait eu lieu en, entre amis, voilà, à une époque donnée. Voilà. Et donc, l'être humain se remémore certaines choses et discute de ça et dialogue, et ça fait partie de leur, voilà, de leur bien-être moral, c'est de, voilà, de se divertir, voilà, apporter des satisfactions, je veux dire, à- satisfaction, je veux dire, personnelle, des satisfactions personnelles, mais d'être en bon terme avec voilà, son entourage. Voilà. Et donc, il y a des événements temporels qui vont s'y produire dans un environnement. Donc, quel que soit l'environnement, il y a des événements temporels avec, il s'est passé des choses, telle chose à telle date, et voilà, et ils se rappellent par exemple tel jour, ils ont été à l'hôpital à tel jour, telle date, bon, ils ont été en vacances tel jour, telle date, bon, ils se sont mariés tel jour, telle date, bon, ils se rappellent d'un décès d'un ami tel jour, telle date, tralali, tralala. Bon, voilà, ça, ce sont des événements temporels qui, qui forment, je veux dire, voilà, l'histoire qui forge l'histoire d'une personne ou voilà, la mémoire d'une personne. Et donc, on est doué de capacités rationnelles et de se rappeler de certaines, je veux dire, choses, pour autant que la mémoire ne soit pas atteinte par une certaine forme de maladie quelconque. Ceci étant dit, donc, le vivant, c'est ça. Bon, on a deux êtres vivants, différents, distincts de par leur genre. Et donc, ces deux êtres humains différents par leur genre ben, concourent aux mêmes façons de faire au niveau du règne. Ils sont tous les deux obligés de se nourrir, de faire attention à leur santé, sinon ils risquent plus gros bobos. Ils sont obligés de se reposer tous les deux. Ils ont toujours tous les deux besoin d'un moral, d'un bien-être, des personnes de contact et d'une amitié, pour autant que bon, la personne ne soit pas défaillante au niveau psychologique, parce que bon, là, il y a des personnes qui sont enfermées aussi. Il y a le logement. Tous les deux personnes ont besoin d'un logement pour voilà, se loger. Ils ont besoin d'un environnement social et ils ont besoin d'événements temporels. Et tout ça concourt à faire en sorte que les deux, les deux, les deux, les deux types d'individus ben, euh, euh, ont les mêmes aspirations et les mêmes besoins primaires et les mêmes besoins secondaires, les mêmes besoins tertiaires. Bien sûr, il y a les besoins secondaires, on est tenté parfois, voilà, le besoin secondaire, voilà, on va acheter une voiture. On n'est pas obligé d'acheter une voiture, hein, on peut prendre le train, le bus, il y a voilà, il y a des transports publics. Bon, rien ne vous empêche de prendre le transport en commun, mais certains veulent peut-être plus à l'aise en achetant leur propre voiture, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est un besoin qui n'est pas primaire. C'est pas parce que vous n'avez pas acheté une voiture que vous allez mourir demain. Parce que si vous ne vous nourrissez pas, bien sûr, vous allez mourir. Mais si vous n'achetez pas de voiture, vous n'allez pas mourir pour autant. Voilà, ça, parce qu'il y a les besoins primaires que le corps nécessite obligatoirement, sous peine, je veux dire, de devoir voilà, l'individu se, se dépérir en quelques jours, voire en une semaine. Donc, se nourrir, c'est obligatoire, c'est un besoin primaire. Voilà. Euh, Se nourrir, c'est un besoin primaire. Et il existe des besoins primaires, secondaires, tertiaires, bon, et à l'échelle des besoins, bien sûr, l'échelle de Maslow des besoins. Et donc, Maslow, ça s'écrit Maslow. Et donc, les deux personnes, les deux individus, hommes et femmes, ont, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça un besoin, donc de ont besoin de, comment est-ce qu'on appelle ça ont besoin de besoins. Voilà, ont des besoins. On a des nécessités, des besoins primaires, secondaires, tertiaires. Ont des besoins, ont des envies, et ont besoin de satisfaire aussi ces besoins.
des nécessités de satisfaire ses besoins pour justement aller vers la satisfaction, une satisfaction dite morale, qui est une gestion au quotidien, voilà, de l'état d'esprit de la personne. Au quotidien, ça se gère. C'est un exercice comme on mange tous les jours, tous les jours, il faut que le moral soit, euh, je veux dire, géré, géré. Bon, ceci étant dit, ce qui est commun, voilà, ça c'est ce qui est commun aux deux individus. Ce qui est commun aux deux individus aussi, c'est qu'ils ont tous les deux des organes. Bon, les organes, il y a le cœur, le foie, l'estomac, voilà. Ils ont tous les deux des organes. Et alors, ce qui va les distinguer, c'est de un, les organes reproducteurs. Déjà, les organes reproducteurs ne sont pas les mêmes, ça d'office. Et en fait, les organes reproducteurs ne sont pas les mêmes parce que, justement, parce que tous les deux ne vont pas, n'ont pas les mêmes. Et en fait, il y a toujours ce qu'on appelle il y a un donneur, il y a un accepteur. Donc, il y a un organe qui est accepteur et un organe qui est donneur. Dans la reproduction, c'est comme ça. Il y a un donneur et un accepteur. Il y a un donneur et un accepteur. Donc, s'il y a un donneur et un accepteur, c'est fatalement, vous pouvez comprendre que l'organe donneur n'est pas le même que l'organe accepteur. Voilà. Parce que, déjà, de un, l'organe donneur va fabriquer des choses que l'organe accepteur n'a pas. Et l'organe accepteur va fabriquer des choses que l'organe donneur n'a pas. Donc, fatalement, c'est deux organes différents. Donc, déjà, la distinction va se faire au niveau de l'organe de reproduction. Bon, et bien sûr, il y a d'autres organes que l'organe donneur n'aura pas. Par exemple, je pense à l'organe accepteur. Enfin, je pense à... Enfin, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Il y a d'autres organes, bien sûr, que l'homme n'aura pas, que la femme aura. Pourquoi? Parce que après accouplement, et bien sûr après ovulation, et après, je veux dire, voilà, la sortie, je veux dire, d'un nouveau-né, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a bien sûr, la dame va s'occuper, je veux dire, de l'enfant en allaitant, par exemple, l'enfant. Donc, qu'est-ce qui va s'occuper à allaiter? C'est la femme, c'est pas l'homme qui va allaiter. Il en sera incapable. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va allaiter? On peut donner du biberon, ça c'est extérieur, mais en intérieur, le corps permet, je veux dire, voilà, de nourrir un enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la femme qui va s'occuper donc qui a des organes spécifiques pour l'allaitement. Donc l'homme n'a pas. Donc vous voyez qu'il y a des distinctions, il y a des choses communes, mais il y a des distinctions. Il y a des distinctions de genre. Ce sont des distinctions de genre. Il y a des choses communes, mais il y a des distinctions de genre. Alors qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui est commun? Ce sont les organes, les tissus, les cellules, bien sûr les organes, à part l'organe reproducteur, bien sûr, et l'organe qui permet l'allaitement, bien sûr, mais en général, tous les deux ont un intestin, tous les deux ont un cœur, tous les deux ont un cerveau, tous les deux ont des os. Voilà, tous les deux ont des os. Simplement, il y a des traits sexuels qui vont apparaître, notamment au niveau des traits comportementaux, des traits, voilà, des traits voilà, du corps, traits comportementaux, traits du corps et traits on va dire, physique, au niveau du corps physique, au niveau physique et au niveau, par exemple, bon, vous allez me dire, ouais, il y a des dames avec des moustaches, mais ça, c'est un problème hormonal. Hormonal. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a de la moustache ou qu'est-ce qu'il y a de la barbe? En général, c'est voilà, c'est l'homme. C'est l'homme qui a de la barbe. Bon, il y a des femmes qui ont de la barbe, mais bon, c'est pas toutes les femmes qui ont de la barbe. Hein. Bon, ça existe des femmes avec des barbes. Bon, ben, je veux dire, voilà, ça c'est un problème, je veux dire, typiquement hormonal. Ça s'explique tout ça. Bon, je ne veux pas prendre les cas spécifiques, je prends les cas généraux. Qu'est-ce qu'il y a une barbe, qu'est-ce qu'il y a une moustache, c'est l'homme. En général, c'est l'homme. En général. Et même s'il y a des cas particuliers, que c'est la femme, bon, voilà. En général, c'est l'homme. Donc c'est un trait typique, voilà, du genre masculin. Et il y a des traits typiques
du genre féminin. Donc, vous voyez qu'il y a bien une distinction homme-femme. Il y a l'homme et la femme, c'est bien deux genres différents. Maintenant, je ne dis pas qu'au niveau des droits, ils ont les mêmes droits. Au niveau du travail, ils devraient avoir les mêmes droits. Au niveau voilà, de la justice, ils devraient avoir les mêmes droits. Au niveau des droits, voilà, les deux genres doivent avoir des droits communs, des droits communs. Mais au niveau du genre, vous avez beau faire ce que vous voulez, il y a bien une distinction entre le genre qui est la femme et le genre de l'homme, parce qu'il y en a un qui est donneur et l'autre est accepteur. Et aller à l'encontre de ça, c'est aller contre la vie. Hein. C'est aller contre la vie. Celui qui veut pas accepter ça, ben, je vais dire, bon, je sais pas, il faut qu'il reste rationnel dans sa tête aussi, parce que bon, il faut accepter. C'est une acceptation de, voilà, de ce qui se passe en réalité. Celui qui veut pas accepter ça, ben, je sais pas, je sais pas. Bon, c'est qu'il est mal tombé sur Terre et il comprend pas ce que les valeurs de, enfin, la création de la Terre, la création, voilà, de ce qu'a donné la création. C'est comme ça, c'est comme ça. On peut pas aller à l'encontre de ça. Maintenant, ce qu'on peut aller à l'encontre, c'est à l'encontre des droits. Si quelqu'un n'a pas les mêmes droits, une femme n'a pas les mêmes droits qu'un homme, là, elle peut, je veux dire, se mettre en communauté syndicaliste et faire valoir leurs droits pour dire bon, qu'ils doivent avoir le même salaire par rapport aux hommes. Bon, mais ça ne se discute pas comme ça parce qu'un travail n'est pas l'autre. Hein. Bon, il y a des travaux, ça ne se discute pas comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est mal posé parce que bon, il y a des gens qui touchent déjà 3 000 euros, il y a des gens qui touchent 4 000 euros. Déjà, on est entre hommes, il y a déjà une, comment on appelle ça, des distinctions de salaire, distinction salariale. Donc, dire avoir le même salaire que l'homme, ça veut rien dire parce qu'en fait, déjà entre les hommes, il y a des différents salaires. Maintenant, c'est de se dire que s'il faut poser le problème en termes de poste d'emploi. Si tel type de poste d'emploi vaut 3 000, ben, que ce soit un homme ou une femme qui le prenne, ce poste d'emploi, ben, c'est 3 000 pour les deux. Il n'y a pas un qui doit toucher 3 000 et l'autre 2 000. C'est normal parce que le poste, il est à 3 000 euros. C'est en termes de poste qu'il faut discuter et pas en termes de, voilà, de vision homme-femme parce que c'est pas comme ça que ça va. C'est en termes de poste. Si un poste vaut 2 000 euros, ben, que ce soit un homme qui prend la place ou une femme qui prend la place, le poste veut 2 000 euros. Et c'est pas une question de dire, bon, d'avoir le même salaire que les hommes parce que bon, les hommes, ils ont des salaires disparates. Hein. Il y en a qui touchent 2 000, l'autre qui touche 3 000 en fonction du poste. Voilà, donc le sujet est mal posé, est mal posé. Est mal posé. Bon, je ne veux pas rentrer dans des sujets qui vont commencer à, voilà, on va commencer à débattre sur des sujets bon, qui riment à rien. Voilà, pour moi, la discussion doit se faire sur un poste de travail. Si ce poste de travail vaut autant, ben, que ce soit genre masculin ou féminin, eh bien, le poste mérite le salaire qu'il vaut, c'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme qui le prenne, ben, ce sera ce salaire-là. Il n'y a pas un qui doit avoir un salaire moindre que l'autre, en aucune mesure. Et ça, c'est valable pour toute discrimination, que ce soit une discrimination raciale, discrimination sexuelle, discrimination de tout ordre. De tout ordre. Euh, le poste, il vaut autant, ben, que ce soit n'importe qui le prenne, que ce soit, je veux dire, voilà, quelqu'un qui n'est pas autochtone, voilà, eh bien, si tu prends la place là, il doit toucher autant. Il doit toucher autant. Au niveau des droits, on est tous, on va dire, égaux face aux droits. On est tous égaux. Que ce soit, je veux dire, tous les individus, il y a des différences entre hommes dans le monde, il y a des différences entre femmes dans le monde. Tout le monde n'est pas constitué de la même façon, tout le monde n'a pas la même religion, tout le monde n'a pas la même nationalité. Il y a des variétés, mais en tout cas, au niveau des droits, les droits doivent être égaux pour tout le monde. Égal pour tout le monde. Il y a pas, le droit ne doit pas être valable pour quelqu'un et pour quelqu'un d'autre non valable. Voilà, le droit, quand il est écrit au niveau de la législation et qu'elle est sortie comme telle, c'est valable pour toutes les personnes qui sont présentes. Par contre, au niveau de la typologie de l'individu, ben, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, on ne peut pas y changer. Hein, je veux dire, quelqu'un qui a un organe reproducteur, donneur, bon, la dame a un organe reproducteur accepteur, bon, il faut accepter ça, je veux dire, on peut pas changer les rôles, hein. Bon, ça, celui qui veut faire ça, bon, je veux dire, il manque de rationalité. Bon, ceci étant dit, on va passer ce sujet qui pourrait être houleux et bon,
et que certaines personnes voient directement d'une manière conflictuelle, dès le moment où on parle voilà, d'hommes-femmes, alors que bon, il n'y a pas de conflit, hein, bon, ils sont là pour se complémenter l'un l'autre et pour s'entraider, pour justement, il n'y a pas on va dire, de concurrence. Chacun est mis à sa place. Chacun est remis à sa place et chacun a son rôle, chacun se complémente. Donc on ne peut pas dire que voilà, il y a un quelconque conflit qui doit ressortir de là, loin de là. Chacun a ses droits, chacun a son mot à dire. Il y a un échange entre les personnes. Voilà, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui doit gagner par rapport à l'autre, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole voilà, de vouloir prendre les deux dessus par rapport à l'autre. Non, ça doit être une relation d'égal à égal. Il n'y a pas quelqu'un qui doit se poser en termes voilà, voilà, de domination et de se dire, bon, moi je domine, c'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui décide que. Non, c'est un dialogue. Bon, est-ce que tu es d'accord que si, est-ce que tu es d'accord que là, est-ce que nous sommes d'accord que oui, s'il n'y a pas un désaccord, ça se discute. Ça se discute. Si un jour il y en a un qui a décidé que, un autre jour c'est l'autre qui va décider que, mais si c'est toujours la même personne qui décide que, bon là c'est un petit peu embêtant là. Là, ça veut dire que là, ça devient une domination et je veux dire quelqu'un qui veut maîtriser une forme de pouvoir qu'à lui-même. Bon, il ne laisse aucune, elle écrase l'autre. Bon, alors qu'il va avoir une égalité, hein, une égalité. Dès le moment, de toute façon, dès le moment où il n'y aura pas d'égalité, il y aura, s'il y a des signes voilà, de signes de différence qui arrivent tous les jours, à ce moment, dans un sein d'un couple, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des conflits, hein. Le conflit peut mener très loin. Un conflit, je veux dire, dans un couple peut amener très loin. Bon, ça peut être du ressort du tribunal, quoi, et même au-delà du tribunal, parce que parfois les tribunaux ne savent pas arranger certaines histoires de couple, hein. Bon, parfois ça se termine, je veux dire, sur base de tuerie. Bon, ceci étant dit, c'est parce que bon, les personnes ne savent pas parler, ne savent pas dialoguer, ne savent pas discuter, ne savent pas arranger les bidons. Il y a une personne qui veut toujours prendre l'ascendante par rapport à l'autre, et il y a une personne qui, je veux dire, qui n'est pas rationnelle par rapport à l'autre. Il y a une personne qui, voilà, et là, ça demande de la rationalité entre concubins. Bon, voilà, donc ça demande que les personnes puissent s'entendre entre elles. Bon, ceci étant dit, ce qui est commun entre les deux, c'est la plupart des organes, à part les organes reproducteurs et bien sûr d'autres organes. L'organe reproducteur, enfin, qui est différent, mais tous les autres organes sont les mêmes. Tous les autres organes sont composés de tissus, tous les tissus sont composés de cellules, et toutes les cellules ont un noyau. Et dans les noyaux, on a des chromosomes. Voilà, et ça, ma vidéo que je suis en train de voir, c'est d'expliquer bien sûr les chromosomes. Donc, dans les noyaux, on a des chromosomes. Voilà, est-ce que c'est ce que je veux voir ici? Je veux voir les chromosomes. Alors, je vous ai dit que j'allais voir l'être humain parce que j'aurais pu voir des animaux, hein. J'aurais pu voir des animaux, mais ici c'est l'être humain. Et les animaux, il y a des races d'animaux. Une poule n'est pas un être humain, je vous le dis tout de suite. Et une chèvre n'est pas une poule. Un mouton n'est pas un cheval. Un rat n'est pas un chat. Donc ce qui veut dire que moi je vais m'attarder, je veux dire ici, à l'être humain. Voilà, donc au niveau des chromosomes, les chromosomes ont un nombre de chromosomes défini. Tout comme les poules ont un certain nombre de chromosomes, d'autres animaux ont un nombre de chromosomes. C'est normal qu'ils n'ont pas forcément les mêmes chromosomes, parce qu'en fait ce sont des races différentes. C'est des races d'animaux différents. C'est des règnes d'animaux différents. Alors les règnes d'animaux, on a toutes sortes, hein. On a les animaux marins, les animaux terriens, les animaux aériens. Voilà, il y a toutes sortes. Il y a les oiseaux, il y a les poissons, il y en a des grands, des petits, des moyens. Tout ça dépend des chromosomes, hein. Tout ça va dépendre des chromosomes. Et qu'est-ce qui fait une race? C'est les chromosomes. Qu'est-ce qui fait la grandeur? C'est les chromosomes. Pourquoi on a un éléphant qui est grand? Pourquoi on a un tigre qui est petit? C'est le chromosome. Pourquoi il y en a un chat qui est noir et l'autre il est blanc? C'est les chromosomes. Donc les chromosomes sont, si vous voulez, liés à la notion de propriété des races. Propriété des races. Propriété des races. Bon, pourquoi un dauphin n'est pas un éléphant? Pourquoi
Pourquoi un éléphant a de grandes, comment on appelle ça, des ivoires, pourquoi certains éléphants ont des ivoires, des défenses. Voilà, donc vous voyez que les chromosomes, ça, c'est ce qui va faire la propriété des races. Alors je vous rappelle que l'être humain est un animal, est un genre humain, est un genre animal. Alors certains animaux ont disparu, hein. Certains animaux ont disparu, je pense comment on appelle ça, aux dinosaures, aux dinosaures. Ils ont disparu. Bon, ouais, la disparition, bon, le règne animal peut s'adapter à un environnement où soit il peut disparaître, soit il s'adapte, soit il disparaît. Bon, mais maintenant, l'adaptation, elle peut venir de l'extérieur aussi, hein. Si on a, je veux dire, un climat, le climat peut faire en sorte que, voilà, on a des adaptations, voilà, du règne animal, il va disparaître à cause du climat. S'il fait très très chaud ou très très froid, l'être humain peut disparaître à cause du climat. Par exemple, si le soleil commence à s'éteindre, il va faire de plus en plus froid ici, de plus en plus noir ici, ben, l'être humain il va disparaître, hein. La possibilité de vie, c'est parce qu'en fait il est dans une température ambiante normale de 23 degrés où la possibilité de vivre, mais dès le moment où le soleil va commencer petit à petit à s'éteindre, il va faire très froid ici, hein. Il va faire un froid polaire, hein. Bon, il sera incapable de s'acclimater, je veux dire, au climat, hein. Ça, il fera tellement froid que voilà. Bon, qu'est-ce qui peut faire disparaître un règne animal? Ben, c'est bon, l'être humain est doué d'une forme d'intelligence, mais il peut faire aussi des guerres nucléaires. Les guerres nucléaires peut amener, je dirais, une extinction de la race humaine. Et voilà, bien que la race humaine pourrait disparaître, d'autres animaux pourraient résister à une guerre nucléaire. Enfin, des insectes pourraient, voilà, peut-être survivre à ça. Mais l'être humain, s'il y a trop de bombes nucléaires trop de bombes nucléaires, on va dire, il y en a un qui en lance 400, l'autre il en lance 5000. Enfin, il y en a un qui en lance 400, l'autre il en lance 300, l'autre il en lance 200, l'autre il en lance 400. C'est fini, il n'y a plus de terre, hein. Plus de terre, l'être humain, il n'existe plus là. Voilà, surtout que, bon, voilà, s'il y a 600 bombes nucléaires qui sautent sur Terre, c'est fini, hein. Bon, la Terre, elle n'existe plus. Donc, ce qui veut dire que, bon, une guerre nucléaire, le gars, il va pas rester 20 ans dans un bunker, hein. Je vous le dis tout de suite. Il faudra qu'il s'alimente, qu'il mange, qu'il aille chercher à manger. Donc, même quelqu'un qui va rester dans un bunker, et s'il a des vivres pour 4 ans, 5 ans après, bon, s'il sort, il est irradié. Bon, donc, ça sert à rien. Donc, ça veut dire qu'une guerre nucléaire peut mettre à mal, je veux dire, le règne de l'être humain. Bon, qu'est-ce qui peut mettre à mal le règne animal? Ben, ça peut être aussi des maladies telles que les virus et bactéries. Ben, des virus peuvent voilà, surgir d'un moment à l'autre et faire en sorte qu'ils peuvent devenir virulents pour un type d'animal. Et on risque de voir disparaître l'animal complètement. S'ils sont tous infectés euh, par une bactérie ou un virus, ben, ils vont finir par disparaître. Et voilà. Donc il y a aussi des bancs de poissons. Si on fait trop de pêche, ben, je veux dire, à un moment donné, euh, voilà, certains poissons, certaines races de poissons risquent de disparaître. Et donc, on pourrait avoir un règne d'animal de poissons qui disparaissent. Bon, maintenant, il y a des animaux qui disparaissent parce qu'ils ne peuvent pas s'acclimater à l'environnement et ne s'adaptent pas. Il y a un manque d'adaptation. Un manque d'adaptation de l'environnement. S'ils ne s'adaptent pas, ben, je veux dire, ils risquent voilà, de s'éteindre. De s'éteindre. Bon, il peut s'éteindre de plusieurs façons aussi. S'il n'y a pas suffisamment voilà, de générescence, c'est-à-dire de reproduction, manque de reproduction, ben, il va risquer de s'éteindre. Bon, mais il peut avoir aussi quelque chose qui peut éteindre une extinction. Ben, c'est, on va dire, un météorite qui viendra tomber et viendrait faire, je veux dire, voilà, une catastrophe, un cataclysme qui ferait que, bon, certains ne pourraient pas vivre autour vis-à-vis de ce météorite. Et voilà. Donc, on a toute une multitude, je ne peux pas les dénombrer ici, mais toute une multitude voilà, de, d'événements qui peuvent créer la fin d'un règne animal. Donc, de faire l'extinction complète voilà, d'un règne animal. Je pense aux dinosaures, je pense, je veux dire,
Les pandas pourraient disparaître, je sais pas moi, les pandas, certains types de poissons pourraient disparaître. Il a existé toute une panoplie d'animaux qui n'existent plus maintenant. Toute une panoplie d'animaux qui n'existent plus maintenant. Et certains de maintenant ont des tendances à disparaître. Donc on voit leur population voilà, décroître de plus en plus, qu'ils sont protégés. Bon, si vous posiez la question de voir à certaines, si vous posez la question à certaines personnes de demander s'ils seraient contents de voir un dinosaure à l'heure actuelle, ben, on cherche, il y a un film comme ça qui trouve un œuf et ils pondent un dinosaure. Bon, mais l'être humain déjà il fait déjà pas attention aux animaux présents et voulait que l'être humain il garde un dinosaure. Bon, faut rester rationnel aussi. S'il avait des dinosaures maintenant, l'être humain serait en train de les tuer parce qu'il aurait peur des dinosaures. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il tue des animaux pour prendre le ivoire. Rien que pour prendre l'ivoire, je pense aux hippopotames, je pense aux éléphants d'Afrique, qu'ils déciment leur population et qu'à ces 4 on ne retrouvera plus de pandas, on ne retrouvera plus d'éléphants d'Afrique, plus d'éléphants d'Inde, plus de plus de. L'être humain veut tout prendre. Il veut prendre tout l'environnement pour lui. Il croit que l'environnement est à lui. Bon, il pense, bon, il y a l'être humain, lui, en tout cas, il sait générer beaucoup parce qu'il est à 7 milliards et il pense que la Terre est à lui. Bon, la Terre n'appartient pas qu'aux êtres humains et ça, il faut qu'il le pense. Il faudrait qu'il le mettent en tête, c'est que l'environnement est pour tous les animaux possibles et imaginables qui puissent vivre dans cet environnement et leur laisser de la place pour vivre. Tous les territoires ne doivent peut-être pas être pris forcément par l'être humain. Il faut laisser des territoires pour les animaux. Il faut laisser des parcs et d'immenses parcs pour les animaux. Et ne pas considérer l'animal comme, je veux dire, moins que rien, et les tuer pour ses besoins. Et je veux dire, prendre les territoires qu'à coloniser, je veux dire, ces animaux. Donc, au bout du compte, l'être humain, je veux dire, c'est un prédateur, mais euh, qui est, je veux dire, un prédateur, je veux dire, malsain, malsain. Parce que quand on voit comment il utilise la nature, je veux dire, euh, voilà, il a une tendance aussi lui-même à faire disparaître de faire tendance à faire disparaître d'autres règnes animaux. Donc, en pensant qu'il est voilà, le seul sur Terre. Alors, je vous rappelle que la générescence, elle se fait au travers d'une reproduction sexuelle, au travers de l'organe reproducteur, et que cette générescence, bon, c'est euh, la natalité, la natalité. Donc, on assure son existence. L'être humain assure, tout comme les animaux, bien sûr, ils assurent leur existence par euh, voilà, une reproduction. Ben, il y a un taux de reproduction. Bon, d'un pays à l'autre, les reproductions ne sont pas les mêmes. Voilà, si vous regardez le taux de natalité d'un pays par rapport à un autre n'est pas le même. Mais attention qu'on mesure pas forcément que le taux de natalité. Il faut mesurer le taux de mortalité. Voilà, si on a beaucoup de natalité et beaucoup de mortalité, bon, ça va s'équilibrer. Mais si on a beaucoup de natalité et très peu de mortalité, bon, là, la population va s'accroître. Maintenant, si on a beaucoup plus de mortalité que de natalité, la population va décroître. Voilà, c'est du simple comme bonjour. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que certains événements ont fait en sorte que la population a chuté. Je pense aux guerres. Les guerres, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout d'abord, euh, on a été chercher les personnes, surtout les hommes. On peut voir dans la pyramide des âges, parce que hommes, femmes, bon, les hommes qui allaient au combat, ben, à un moment donné, quand il y avait le combat durait trop longtemps, qu'il y avait bon, des combats rudes, au travers bon, des combats très, très violents, où il y avait des masses de personnes qui mouraient dans les combats, eh bien, à un moment donné, il fallait ramener des nouveaux soldats pour combattre et on allait chercher les enfants. Parce qu'il n'y avait plus assez de personnes en âge de combattre. Âge de combattre, c'était 18 ans et au-delà. Ben, on n'allait pas chercher des vieux, mais voilà, ben, on allait chercher des 18, 19, 20, 21, 22, 20, en âge de combattre, mais pas, on va pas chercher quelqu'un de 75 ans pour combattre, hein. Voilà. Donc, mais à un moment donné, quand il n'y avait plus d'hommes pour combattre, mais qu'est-ce qu'on allait chercher des jeunes, 14, 15 ans, 13, 14, voire même 13 ans. 13 ans, on leur donnait une arme, et alors bon, il est inexpérimenté, voilà, il est trop naïf, trop jeune pour aller en âge de combattre. Tout d'abord, le combat, c'est déjà mauvais, hein. Bon, voilà, faire la guerre, c'est mauvais, bon, c'est immoral, hein. Pour,
voilà, c'est immoral. Certains trouvent un intérêt à la guerre, mais c'est immoral. Toute guerre est immorale, hein. Il n'y a pas de, voilà, ça en fait les événements de la Terre. Voilà, les événements de nos ancêtres, ils ont combattu pour des territoires, pour des intérêts de pouvoir, des intérêts de ce qu'on veut. Mais c'est immoral, la guerre est immorale, parce que ça ramène bien sûr à des tueries, à tuer des hommes. Bon, maintenant vous allez me dire, oh, mais les guerres permettent de diminuer voilà, les populations par un taux de mortalité beaucoup plus grand par rapport au taux de natalité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autant plus que pendant une guerre, quand il y a une guerre, bon, les gens ils n'ont pas tendance à vouloir faire des enfants parce que le problème c'est qu'ils sont pris par la guerre. Donc ils sont pris par la guerre. Il faut dire, il n'y a plus à manger, plus à boire. Pour le peu pour la petite famille déjà que certaines personnes ont, ils n'ont plus envie de faire un enfant parce que bon, ils sont déjà dans la difficulté. Alors faire un nouvel enfant, c'est voilà, c'est surtout ils sont dans un environnement hostile qui font qu'ils n'ont plus envie voilà, de donner naissance à quelqu'un. Et comme il y a des mortalités à cause de la guerre et de manque de naissance par psychologie, voilà, une psychologie négative au sein du pays en guerre qui font en sorte que les gens n'ont plus envie de faire de naissance et il y a beaucoup de morts. Et donc, ce qui concourt à une diminution voilà, de la population. Mais quand tout va bien, quand un pays va bien, ben, le taux de natalité augmente. Quand on a un bien-être social, ben, logiquement, il y a un taux de natalité qui augmente. Donc, l'être humain est un animal comme un autre, il assure son existence au travers d'une générescence, au travail. Bon, et comme il est doué bon, d'un organe reproducteur, ben, il va se reproduire par reproduction sexuelle. Et c'est-à-dire, parce qu'il y a des choses qui ne se reproduisent pas forcément par... il y a voilà, des reproductions... Enfin, il y a des reproductions sexuelles, mais il y a aussi voilà, ce qu'on appelle voilà, des genres asexués. Il y a des genres asexués. Voilà. Il y a ça se reproduit, mais pas par, on va dire, sexualisation. Bon, ceci étant dit, alors, je vous ai dit que, en gros, euh, en gros, toutes les cellules du corps possèdent 46 chromosomes, que ce soit pour l'homme ou la femme, hein. Tous les deux ont 46 chromosomes. Partout. Vous faites un prélèvement euh, partout, hein, au pied ou à la main, c'est constitué de cellules. Je rappelle que c'est constitué de cellules, hein. Voilà, vous prenez un organe. Un organe, c'est des tissus. Les tissus sont constitués de cellules. Cellules, il y a un noyau dedans. Donc, si vous prenez un bout de tissu, dans ces tissus, il y a des cellules. Si vous regardez au microscope, vous allez voir les cellules, et vous allez voir le noyau. Et à l'intérieur du noyau, il y a les chromosomes. Mais, il y a chaque fois, 80, il y a chaque fois 46 chromosomes dans toute cellule. Il y a le nombre 46 qui apparaît toujours. Voilà, vous prenez voilà, faites un prélèvement ici, vous aurez, on aura toujours 46 chromosomes. Faites un prélèvement au pied, 46 chromosomes. Un prélèvement là, 46 chromosomes. C'est normal, parce que vous avez prélevé des tissus. Et ça, je le fais pour la femme. Je fais un prélèvement pour la femme. Donc, à tout endroit de son corps, il y aura 46 chromosomes. Partout, il y aura 46. Donc, il y a le fameux nombre 46 qui entoure dans tout son corps, il y a le 46. Le 46, c'est un nom qui entoure tout son corps, hein. Là, partout dans tout corps, vous aurez partout, vous avez du 46, même jusqu'au cerveau, hein, du cerveau jusqu'au voilà, les tissus, voilà, c'est 46 chromosomes partout. Les tissus, c'est 46 chromosomes, parce que les tissus sont constitués voilà, de cellules. Et les cellules, il y a un noyau et dans le noyau il y a 46 chromosomes partout. Donc c'est le nombre 46 qui c'est pour ça que je les mets partout en rouge, du rouge partout. Tout le rouge partout, ça veut dire 46. Donc ça veut dire que c'est, je vais le faire ici, 46 chromosomes. 46, voilà. Ça c'est les 46 chromosomes dans la cellule.
Je vais recommencer ça. Ça, c'est la cellule. Enfin, c'est la cellule. La cellule d'un tissu. Les tissus sont dans tout le corps. C'est pour ça que bon, je vais essayer de le réduire au maximum. Redimensionner. Je vais encore le redimensionner. Voilà, donc ceci, ben, il est là. Il est au pied, je fais un prélèvement au pied, il y aura 46 chromosomes. Si je fais un prélèvement d'un tissu, là, il y aura 46 chromosomes. Si je fais un prélèvement à ce niveau aussi, il y aura 46 chromosomes. Il y a toujours 46 chromosomes. Hein. Moi, je fais dans le bas du pied, j'ai 46 chromosomes. Dès le moment où je prends un tissu, ben, il y a 46 chromosomes. Hein. C'est les tissus qui sont comme ça. Voilà, il y a 46 chromosomes. Et ainsi de suite. Et alors, je pourrais dire de même pour l'homme. Bon, donc, ils ont ça en commun, c'est que chaque tissu possède des cellules et que tous les cellules possèdent 46 chromosomes. Bon, je prélèverai au pied, voilà, ce que vous voulez. Hein. Au dos, au pied, à l'épaule, à la main. Dès le moment où il y a un tissu, du moment où vous avez un organe, donc un tissu, voilà, il y a 46 chromosomes. Donc, est marqué 46 chromosomes voilà, dans tout le corps. Et la marque de ce fameux 46 chromosomes. Alors, maintenant, il faut savoir que l'être humain possède un organe reproducteur. Donc, on a un organe reproducteur. Et là, il faut faire attention. Hein. On a un organe reproducteur. Et là, dans l'organe reproducteur, ben, l'organe reproducteur femelle bon, va engendrer des cellules, bien sûr, femelles, et ces cellules femelles sont les ovules. Et là, à ce moment-là, les ovules, ben, c'est 23 chromosomes, c'est plus 46, c'est 23. C'est 23. Voilà, c'est 23. Donc, les organes reproducteurs vont engendrer 23 chromosomes pour la femme et 23 chromosomes pour l'homme. Attention, pas confondre avec les 46. Les 46, c'est pour les cellules du corps. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas des cellules sexuelles. Hein. 23, c'est pour les cellules sexuelles. 23, c'est pour les cellules sexuelles mâles et femelles. Donc, cellules mâles, qui sont les spermatozoïdes, bien sûr, ben, et les cellules sont engendrées par l'organe reproducteur mâle. Et les ovules sont des cellules femelles engendrées par l'organe reproducteur femelle. Mais dans les cellules mâles, on a 23 chromosomes. 23. Et pour la cellule femelle, on a 23. Alors, ne pas confondre avec les autres cellules du corps. Les autres cellules du corps ne sont pas des cellules sexuelles, loin de là. Hein. Ce ne sont pas des cellules sexuelles, c'est les traits de caractère. C'est les traits de caractère. Pourquoi il est grand, pourquoi il a des yeux verts, pourquoi elle a des cheveux blonds, pourquoi. Bon, voilà, c'est les traits de caractère. Les traits de caractère sont inscrits dans les chromosomes. Parce que les chromosomes, qu'est-ce que c'est? Que contiennent les chromosomes? Ben, des gènes. Ils contiennent les gènes, ils contiennent l'ADN. Hein. Donc, ils contiennent les informations voilà, de traits de caractère voilà, de l'être humain. Hein. Et voilà, de l'être humain, mais si c'est une poule, va contenir les traits de caractère de la poule. Poule d'une telle couleur, voilà, la peau, un chat d'une telle couleur, des yeux d'une telle couleur, des grandes oreilles, des longues pattes, je sais pas moi. Je ne sais pas.
Bon, je vous ai dit qu'il y a les races. Les races, bon, c'est pas tous 46 chromosomes, hein. L'être humain a 46 chromosomes, donc on peut définir l'être humain à partir des informations du code génétique dans l'ADN, et donc fatalement dans l'ADN constitue, l'ADN forme les chromosomes. L'ADN forme les chromosomes. Ou en d'autres termes, les chromosomes sont composés de gènes et donc d'ADN, hein. Donc faire un prélèvement, je veux dire, et alors vous pouvez faire tomber un lambeau de peau. Si vous faites tomber un lambeau de peau, ben, vous avez, là, ici, là, vous avez fait tomber un lambeau de peau, la dame a fait tomber un lambeau de peau. Là. C'est gratté, elle a fait tomber un lambeau de peau. Ben, on a toujours 46 chromosomes. 46 chromosomes, et on aura, bien sûr, l'ADN. On aura l'inscription ADN. Parce que une fois on a les chromosomes là-dedans, ben, on a l'inscription du code génétique, voilà, de l'ADN. On a l'ADN. Voilà. Donc ne pas confondre les inscriptions. D'ailleurs, je vais le mettre en. Ici, c'est l'organe reproducteur. L'organe reproducteur. Là, on a l'organe reproducteur. Et l'organe reproducteur mâle va donner 23 chromosomes. Alors tout le restant, c'est des 46. Tout le restant sont des 46 chromosomes, sauf pour les cellules, on va dire, les cellules, comment on appelle ça, les cellules sexuelles. Les cellules sexuelles vont donner 23 chromosomes pour les spermatozoïdes et 23 chromosomes pour les voilà, cellules femelles qui sont les ovules. Pas confondre 46 et 23. Et donc tout le code génétique est dans l'ADN, dans les 46 chromosomes. Alors, remarquez bien que je vous ferai remarquer que 23 plus 23, ça fait 46. Hein. Donc quand ils vont s'accoupler, bon, ça va donner 46. Quand ils vont s'accoupler, ils vont donner 46. Ben, bien sûr, quand je dis ils vont s'accoupler, ça veut dire que on a une rencontre entre voilà, les cellules spermatozoïdes et les ovules. Voilà, je vous ai dit qu'il y a un donneur et un accepteur. Il y a un donneur et un accepteur. Le cellule reproducteur mâle est le donneur et le cellule reproducteur femelle est l'accepteur. Bon, et comment ça va se passer? Je vous ai expliqué comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le donneur, il va bien sûr produire des cellules. Il y aura production voilà, de cellules mâles par l'homme qui sont les spermatozoïdes, c'est-à-dire qu'il va y avoir 23 chromosomes qui vont arriver. Bon, enfin 23 chromosomes, il y en a des milliards de chromosomes, hein. Enfin c'est des milliards, je m'excuse, c'est des milliards de cellules, chacune contenant 23 chromosomes. Des milliards de cellules contenant chacune 23 chromosomes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bon, l'accepteur, bien sûr, il faut que l'accepteur puisse accepter bon, voilà, les spermatozoïdes. Donc les ovules vont faire la rencontre des spermatozoïdes. Alors quel va être le rôle des ovules? Beaucoup de choses. Alors la première des choses, c'est une course qui va se passer. C'est une course. Alors c'est une course. Ouais, c'est pas ça. La course, elle est là. Voilà. Donc je vais réduire ceci parce que c'est vrai que c'est trop grand. Ça, ce sont les spermatozoïdes. Il y en a des milliards. Voilà, il y en a des milliards. Ils arrivent. Ils arrivent. Et ils font une course. Bon, ils vont où? Ils vont à la rencontre de, bien sûr, de l'ovule. Hein. Ils font une course, ils vont à la rencontre de l'ovule. Bon, alors l'ovule, il est ici. Voilà. Alors, là, bon, vous voyez que j'ai mis le spermatozoïde avec une flagelle. Ça, c'est la flagelle du spermatozoïde. Voilà, la flagelle. Ça, c'est une autre flagelle. On voit en voilà une autre, c'est une espèce de queue comme ça. Voilà, une autre flagelle. Bon, en tout cas, il y en a qui contiennent du 22 plus X. Ça fait 23 chromosomes. Hein. 22 plus X, ça fait 23 chromosomes. Donc là, il y a un spermatozoïde de 22 plus X. Là, il y en a un qui fait 22 plus Y. C'est toujours provenant du spermatozoïde. Donc le spermatozoïde contient soit du X ou du Y, 22 plus X ou 22 plus Y.
Ce qui fait, on a toujours 23. Hein. 22 plus x, ça fait 23. 22 plus y, ça fait 23. En voilà un autre avec 22 plus x. Voilà, en voilà un autre avec 22 plus x. Voilà. Bon, alors je vais mettre ceux qui sont en 22 plus x avec une certaine couleur. Voilà, ça c'est un 22 plus x. Voilà un 22 plus x. En voilà un autre avec un 22 plus x. Donc je vais mettre 22 plus x, 22 plus x, plus x. Donc c'est bien, ici je suis bien dans les organes, je veux dire, enfin dans les, comment on appelle ça, je suis dans les, comment on appelle ça, bon, je sais pas ce que j'allais dire, je suis dans les, en tout cas il y en a des milliards là, de cellules, il y en a des milliards, c'est des milliards comme ça qui arrivent, c'est de l'ordre du milliard de, voilà, de ce sont des cellules, voilà, sexuelles. Des cellules sexuelles. Parce que les autres qui ne sont pas. Il y a les cellules non sexuelles font 46 chromosomes. Là, on voit bien que c'est des cellules sexuelles. Hein, 22 plus X. Là, 22 plus X. Maintenant, je vais mettre les 22 plus Y. Voilà, là, je mets un 22 plus Y. Je veux bien le refermer. Ici, il y en a qui arrivent. 22 plus Y. Bon, et ils vont tous, bien sûr, dans une direction définie qui est la rencontre voilà, de l'ovule. 22, là j'ai mis un X, 22 plus Y. Bon, alors 22 plus Y, je vais les mettre en jaune. Ouais, on va pas étonner. 22 plus Y. 22 plus Y. Si j'ai un 22 plus Y. Voilà. Ce que vous voyez en jaune, c'est le 22 plus Y. Et alors bon, j'en ai un autre qui est 22 plus X en cours. Je vais le terminer, celui-là. Donc, il y a des milliards comme ça de cellules 22 plus X, 22 plus Y qui arrivent. 22 plus X, 22 plus Y, 22 plus... Et ils courent tous vers voilà, l'ovule. Et l'ovule, bien sûr, c'est d'office. Il n'y a pas 36 façons de voir les choses. D'ailleurs, l'ovule, il n'y a même pas de flagelle. Il n'y a pas de queue derrière. Voilà. Bien sûr, le donneur, il court. Le donneur court. Le donneur court. Et l'accepteur, il attend. L'accepteur attend. Bon, mais en tout cas, tout ce qu'on sait bien, c'est que bon, le milliard court tous en même direction. À la rencontre de quoi? Ben, je veux dire d'un 22 plus X. Parce que l'ovule, c'est 22 plus X. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas 22 plus X ou 22 plus Y. C'est 22 plus X d'office. C'est un 22 plus X. Donc, là, on va voir du 22. Ça fait toujours 23. Hein. 22 plus X, ça fait 23. « 22 plus X, ça fait 23. Donc on a 23, 22 plus X, ça fait 23. 22 plus Y, ça fait 23. Donc pour les cellules mâles, c'est soit 22 plus X ou 22 plus Y. 22 plus X, ça fait 23. Ou 22 plus Y, ça fait 23. Mais là, l'ovule, c'est d'office 22 plus X. D'office. Il n'y a pas de 22 plus Y pour l'ovule. Alors, 22 plus 1, ça fait bien 23, parce que le X, c'est 1, ça c'est pour l'ovule. Et pour les spermatozoïdes, c'est 22 plus X, ça fait 23. 22 plus Y, ça fait 23. Ça fait toujours 23. Je vous l'ai dit. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui va gagner cette course. Alors, qui va gagner? Un 22 plus X ou un 22 plus Y? Il y a deux cas possibles. On a une chance sur deux
d'avoir du 22 plus x, une chance sur deux d'avoir du 22 plus y. Alors, si maintenant la rencontre se fait avec un 22 plus x, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui a gagné ici? Supposons qu'un 22 plus x gagne. Je vais enlever ce qui est au pourtour parce que supposons que le 22 plus x gagne, ben la rencontre va se faire avec le 22. On aura 22 plus x et 22 plus x. Donc, au bout du compte, on aura quoi? Ben, on aura 44 plus xx. On aura 44 plus xx, ce qui fait 46. Hein. Je vous le dis tout de suite. 44, ben c'est 44, plus 1 x, plus 1 x, ça fait 2x, ça fait 2, x et x, ça fait 2, plus 44, x c'est un chromosome, l'autre x ça fait un deuxième chromosome, plus c'est 44, ça fait 46 chromosomes. Donc on aura 46 chromosomes. On retrouve 46 chromosomes. Donc vous allez me dire c'est quoi ces 44? Ben, c'est les traits de caractère. C'est les traits de caractère. Donc on retrouve nos 46 chromosomes. C'est les traits de caractère. Et le XX c'est quoi? Ben, XX c'est ça veut dire que quand ils vont la rencontre va donner, si vous voulez, un œuf. Un œuf. Et cet œuf là-bas ça va être une fille. XX c'est une fille. Donc je vous rappelle que l'ovule ne contient que du X. Hein. On peut comprendre qu'une fille c'est XX. Hein. Parce que l'ovule lui-même il contient que du X. Donc une fille va donner XX. Maintenant, donc dans ce cas-ci, la rencontre ici 22 plus X, 22 plus X a donné, bien sûr, l'œuf fécondé a donné une fille. Maintenant, on va supposer que maintenant on a non plus 22 plus X qui a gagné la course. Mais j'ai un 22 plus Y qui gagne la course. Donc supposons que je vais prendre celui-là. J'ai un 22 plus Y qui a gagné la course. Il est en premier, il arrive en premier. Eh bien cette fois-ci, vous n'avez plus du 20, on aura du 22 plus 22, ça fait 44. Ce sont les traits de caractère. Les traits de caractère, mais on aura du X, ça fait plus 1, ça fait 45, plus Y, ça fait 46. Donc on a toujours 46 chromosomes. Mais cette fois-ci, XY va donner un garçon. Le garçon contiendra toujours du X et du Y. Mais quand ça sera une fille, ce sera toujours du X. On peut comprendre ça parce que déjà l'ovule contient du X. Donc fatalement, pour avoir une fille, il faut du XX. Et l'être humain, enfin l'homme, il possède déjà du XY. Donc on peut comprendre que s'il contient du XY, mais le seul à donner du XY, mais c'est quelqu'un qui possède déjà du XY en lui-même. Voilà. Donc donner du XY, un bagage génétique, voilà, un chromosome sexuel XY, s'il donne le chromosome XY, mais ça provient d'un mâle. Un mâle ne va donner qu'un mâle. Donc c'est compréhensible tout ça, hein, parce que au niveau des chromosomes sexuels, je parle, il y a 46 chromosomes, mais si je prends uniquement les chromosomes sexuels, ben, le XY, on a du XY qui est le mâle, va rencontrer l'ovule, X. Je parle pas des autres, des traits de caractère, hein, je parle que des chromosomes sexuels. On sait bien qu'on a 46 au total, 46 dont 2 chromosomes, 46 chromosomes, c'est égal à 44 chromosomes plus 2 chromosomes de type sexuel. Alors, le chromosome sexuel, bon, si j'ai du XY, il rencontre, j'ai un Y qui rencontre l'ovule, ça c'est l'ovule, hein, c'est le X de l'ovule. Ça c'est le X, et ça c'est le Y spermatozoïde, X spermatozoïde, Y spermatozoïde. Je ne parle que des deux sexuels, je m'en fous des 44 autres, c'est les traits. C'est la grandeur, les couleurs des yeux, les cheveux, et tralala. Voilà. Bon, eh bien on comprend que là, il va donner du XY. Il va engendrer, le XY engendre un XY. Donc un homme va engendrer un homme, c'est normal. C'est tout à fait logique.
En dehors de tout, voilà, de tout raisonnement logique, c'est tout à fait normal, tout à fait normal, hein, tout à fait normal. Un nombre va donner un nombre. Euh, un nombre, quand je dis un nombre, c'est... Un mâle va donner un mâle, c'est ça que je veux dire. Un mâle un mâle engendrera un mâle avec les mêmes, on va dire, voilà, on a, lui le mâle il contient du XY. S'il y a du X qui se mélange avec du Y, ben, il va donner de nouveau du XY. Ben, ce XY c'est quoi? C'est un mâle. Hein. Faut pas aller plus loin. Maintenant, contrairement à ça, si j'ai du X, Y, toujours au niveau des spermatozoïdes, XY, voilà, ils font la rencontre avec l'ovule, c'est uniquement du X, il n'y a pas autre chose. Là, maintenant, cette fois-ci, c'est qui gagne? C'est un X spermatozoïde qui gagne par rapport à l'Y spermatozoïde. Et là, on a du XX. Ben, c'est normal, ici, on a compris qu'on aura une femelle. Hein. C'est normal. Tout à fait normal, parce que la femelle, déjà, elle contient l'ovule, c'est du X. Donc là, on aura XX, XX. L'ovule, c'est du X. Donc c'est normal qu'on ait du X. C'est d'une logique implacable. Logique implacable, c'est tout à fait normal. Voilà, une logique implacable que XY va donner. Si l'XY est dans le spermatozoïde, c'est normal que bon, c'est engendré par un mâle. Bon, si l'ovule est déjà X et qu'il sera un Y, fatalement on aura du XY qui va se voir donner un mâle. Maintenant, si l'ovule c'est du X et que le spermatozoïde, qu'est-ce qui gagne? C'est le X. On aura du XX. Ben, déjà l'ovule c'est du X. Ben, donc fatalement on aura une femme. Pas une femelle. Parce que pour que ce soit une femme, il faut la maturité. Il faut une maturité pour arriver, bien sûr, à la femme. Bon, maintenant, ceci étant dit, voyons les choses de plus près. Voyons les choses de plus près. Voilà, ici, on voit tout de suite que... Donc, 22 plus... Le mâle, c'est 22 plus Y, va rencontrer 22 plus X. Et là, 22 plus X plus Y va donner, bien sûr, ça c'est le spermatozoïde, voilà, avec la flagelle, et ça c'est l'ovule. Ça fera 44 XY, et là, ça fait 46 chromosomes. 46 chromosomes. Et là, bien sûr, on voit le XY, il est là. Hein. Le XY, il est là. Et ça, ce sont les 22 autres chromosomes de traits de caractère. C'est tout cela. Tout ce que vous voyez là, c'est les traits de caractère. Là, c'est les 32 chromosomes de la femme. Et on a le XX là. Le XX là. Et là, c'est le XY. Donc, on a bien un mâle XX. Et là, on a une femelle XY. XX femelle, XY. Ouais, on a un petit Y ici. Voilà. Voilà, maintenant, si j'avais eu, bien sûr, vous aurez compris, ça c'est on a X, Y, c'est bien le mâle, on est d'accord. Maintenant, j'ai 44, XY, c'est bien 46 chromosomes, tout ça c'est le mâle. Voilà, ça c'est le mâle, ça c'est le mâle. Pour avoir la femelle, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Donc, les couleurs des cheveux, les tailles, traits de caractère, c'est pour les les 44 chromosomes qui sont là. C'est les 44 chromosomes qui sont là. Maintenant, si j'avais eu 22 plus X pour le spermatozoïde, voilà, et on rencontre avec l'ovule 22 plus X, l'ovule est là, voilà, il n'a pas de flagelle lui, bon, eh ben, ça va donner 44 chromosomes de traits de caractère plus trait sexuel XX. Voilà. Deux chromosomes de trait sexuel XX qui définit qu'on a affaire à une femelle. Voilà. Et ça, c'est... Bon, comment ça se passe? Alors, je vais vous dire quelque chose. Bien sûr, tout ça se passe où? Ben, dans une cellule. Hein. Bien sûr, je vous ai dit qu'il y avait des tissus. Et les tissus, bien sûr, on a la cellule. Dans la cellule, on a le noyau. Alors, je rappelle que la cellule a une membrane cellulaire. Elle a une membrane pour communiquer avec le monde extérieur. Voilà, elle a une membrane.
cellulaire, c'est la membrane de la cellule. Donc je viens de dessiner la membrane de la cellule ici. J'ai dessiné la membrane de la cellule, là, voilà, j'ai dessiné une cellule. Son noyau, il est là. Je peux avoir une mitochondrie ici, une mitochondrie. Et à l'intérieur, on trouve, voilà, les chromosomes. Les chromosomes, voilà, on retrouve ces chromosomes-là. Et ces chromosomes-là, si on regarde de plus près, on a soit un chromosome qui est... Bon, ceci, c'est ce qu'on appelle le centromère. Pour avoir un chromosome comme ça, ou un chromosome comme ceci, on a ça, c'est le centromère. Centromère ici. Et là, j'ai un bras, deux bras, trois bras, quatre bras. Voilà. Et là, on a l'ADN, là, si vous voulez. Ce sont tous les gènes de l'ADN. On a les gènes ici, des gènes qui codifient les informations de couleur, de traits des yeux, etc. etc. Voilà. Attention qu'on peut avoir ceci. On peut avoir, voilà, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. Voilà. On peut avoir voilà, le centromère. Là, on a le centromère. Et on a le centromère ici, pour celui-là. Bon, on va aller voir ça sur Internet. Vous allez voir que c'est plus parlant sur Internet. Donc, un chromosome est un élément qui, dans le noyau d'une cellule, porte des gènes, c'est-à-dire des informations génétiques. Oui, les quatre bras, ce sont les chromatides. Là, on a un chromosome, voilà, avec les chromatides. Voilà. Là, on a différents chromosomes. Alors, je peux vous dire c'est lequel, celui-ci, si je regarde bien. Voilà, c'est XY. Là, si vous regardez bien, voilà. Le dernier là-bas dans le fond, il est XY. Le 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je ne sais pas si je peux l'agrandir. Voilà. Voilà. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est 22 chromosomes qui donnent les traits de caractère. Bon, et le XY là, c'est un garçon. C'est un garçon. Voilà. Alors, donc, je vous disais que là, donc un chromosome est un élément qui, dans le noyau, c'est bien dans le noyau, je vais vous montrer tout de suite, d'une cellule porte des gènes, c'est-à-dire des informations qui déterminent les caractéristiques d'un individu. Par exemple, le cas d'un être humain, la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup voilà, de codage. Hein. Un chromosome d'une cellule animale ou végétale. Ouais, ici, il parle de chromosome d'animal végétal ou animal, mais moi, j'ai parlé ici chromosome de l'être humain purement et simplement. Voilà. D'une cellule animale ou végétale a en général la forme de la lettre X. On appelle centromère le centre de cet X et chromatide les parties gauche et droite de ce X. Voilà. Donc les parties droite et gauche sont les chromatides. Donc en fait, on a deux chromatides. L'ADN d'une cellule se mesure environ 1 mètre de long lorsqu'il est entièrement... ouais, l'ADN, vous savez ce que c'est l'acide désoxyribonucléique, c'est quelque chose de chimique. Hein. L'ADN, c'est chimique, c'est un codage chimique. Hein. C'est de l'acide, c'est un acide dedans, et bien sûr avec un désoxyribose. Voilà, 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 c'est un acide nucléique. Et vous allez voir, je je vous montrerai ce que c'est comme type d'acide. Je ferai voilà, le contenant chimique de l'acide désoxyribonucléique, bon, l'ADN. Donc associé à des protéines appelées histones qui la rendent compacte. Bon, l'ADN est une cellule, enfin la cellule, je m'excuse, l'ADN d'une cellule mesure environ 1 mètre de long. Lorsqu'il est entièrement déroulé, il est invisible à l'œil nu et au microscope optique, car très fin. Donc il n'est pas visible au microscope optique, mais visible au microscope électronique. Avant de se diviser, la cellule compacte ses molécules d'ADN 23 paires chez l'homme jusqu'à ce qu'elle mesure environ 5 micromètres. Bon, elle va se compacter, elle va devenir de plus en plus petite. Voilà, elle va se faire en sorte voilà, d'être voilà, un brin condensé, un brin, veut dire, devenu très petit. C'est-à-dire 5 millièmes de millimètre de long chacune. Cette compaction est indispensable afin de pouvoir facilement séparer
les chromosomes. Imaginons 46 fils très fins étirés, enchevêtrés et 46 bobines de fils. Est beaucoup plus facile à séparer les fils embobinés que les fils enchevêtrés. Voilà, il va avoir une espèce de compactage spécifique qui va se faire. Le nombre de chromosomes ainsi formés est caractéristique de chaque espèce. Les humains en possèdent 46 réunis, en 22 paires de chromosomes homologues, identiques 2 à 2, plus 2 chromosomes sexuels XX ou XY, ce qui fait la 23e paire. On appelle autosomes les chromosomes homologues et gonosomes les chromosomes sexuels. Donc le XY et XX sont les gonosomes. Voilà. Et autosomes, c'est les 22, les 22, si vous, les 22 paires, enfin les 44 paires. Ouais, parce que pourquoi il y en a 44? Parce qu'il y a 22 qui vient de l'un, 22 qui vient de l'autre, ce qui fait 44. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre 22 et 22. Il y a eu un fil qui s'est bobiné entre les deux. Il y a quelque chose qui vient de la femme et quelque chose qui vient de l'homme. Il y a les chromosomes de la femme, donc c'est un mélange chromosomique. Voilà, c'est vraiment un mélange chromosomique. 22 qui viennent de la femme, 22 qui viennent de l'homme, voilà, ça fait 44. Donc, il faut savoir les réunir. Comment les réunir? Ben, voilà, par un compactage, comme ils vous disent. Voilà. Mais les 44 vont donner ce qu'on appelle des gonosomes. Et enfin, je m'excuse, autosomes pour les 44. Et les 2 paires sexuelles sont les gonosomes. Bon, les animaux et les plantes, c'est pour ça que je n'ai pas voulu les voir, j'ai voulu l'être humain parce que c'est 46. Les animaux et les plantes possèdent ainsi plusieurs paires de chromosomes, tandis que les bactéries n'en possèdent qu'un seul. Ils n'ont qu'un seul chromosome. Les bactéries ne possèdent qu'un seul chromosome. Pour dire que les cellules des animaux et des plantes contiennent des chromosomes réunis par paires, on dit qu'elles sont diploïdes. Le mot diploïde est en effet formé à partir du mot grec diploos et eidos qui signifie en forme de double. Bon, de toute façon, ça je verrai. Alors, filles et garçons, je vous ai expliqué, c'est pas la peine de vous expliquer ça. Voilà. Génétiquement, la seule différence entre les filles et les garçons est que les filles ont 2 chromosomes X, tandis que les garçons ont un chromosome X et un Y. Voilà. Essayons de comprendre, bon, je vous ai expliqué tout ça, bon, et je vous explique les anomalies. C'est pas le but de vous expliquer ça, mais voilà. Voilà un type de chromosome. Voilà, et ça c'est l'image dont j'ai été reprendre. Voilà. Voilà, et cela, vous voyez, on a 22 chromosomes. Vous voyez la cellule, vous voyez le noyau, et dans ce noyau, il y a les chromosomes. Bien sûr, en extérieur, on a les mitochondries, on a la membrane cellulaire, bien sûr, le noyau à l'intérieur. Dans ce noyau, on a les chromosomes. Et les chromosomes, bien sûr, de quoi est constitué les chromosomes? D'un chaînon ADN comme vous avez là. C'est un chaînon ADN. Chromosome. Chaque chromosome, c'est un chaînon comme ceci, d'ADN. Avec une double hélice, bon, ils vont se former. Ouais, ça, je vous montrerai comment c'est fait, ça. L'hélice, voilà. Avec, on a des liaisons par pont H. Bien sûr, on a du phosphate. Hein. Ah. Et ça contient les informations ATCG, adénosine, cytosine, guanine, voilà, thymine, adénine, voilà, ATCG, A, adénine, T, thymine, C, cytosine, G, guanine. Voilà, donc c'est un codage, rien qu'avec ça. Hein. On n'a que ça, c'est un codage ATCG. Voilà, c'est un codage. C'est ça qui donne voilà, la particularité. C'est très peu d'éléments pour faire un codage, mais il en fait un grand codage sans aucun problème. Alors pourquoi ça en donne un grand codage? Parce qu'il y a des locus, il y a voilà, des parties qui servent à certaines choses. Donc, il y a des codages qui servent à certaines choses. Donc, voilà. Avec 4, on a des zones. C'est une zone. Oui, il n'y a que 4 ATCG, d'accord, mais on ne fait pas des milliards de trucs avec 4 codages. Hein. Si vous faites des mathématiques, avec 4, on n'en fait que, voilà, je sais pas moi, 4. ATCG, il faudrait voir, bon, il faudrait le calculer, mais on n'en fait pas voilà, des milliers de. Par contre, ici, c'est parce que c'est basé sur des zones. C'est basé sur des zones.
comme on est basé sur des zones, ben, ATCG voilà, d'une zone n'est pas ATCG d'une autre zone. Et donc, le codage d'une zone qui est ATCG n'est pas le codage d'une autre zone. Bon, voilà, ça donne... voilà, il y a des zones, c'est des zones, hein, voilà. Et donc, l'ADN ici, ben, les chromosomes sont constitués, si vous voulez, voilà, d'ADN. Les chromosomes sont constitués d'ADN. Et donc, qui dit ADN dit de gènes. On a des gènes. Donc, c'est de l'information génétique qu'on a dans l'ADN. Ce qui veut dire que quand tu as reproduction, je veux dire, enfin, quand on a accouplement, je veux dire, et reproduction par accouplement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que on a un échange de bagages génétiques. Voilà. Donc, voilà, l'œuf proviendra de quoi? Ben, proviendra d'informations de l'un et l'information de l'autre. On a couplé deux types d'informations. Donc, ça a à voir avec... on aura deux types d'informations. Les informations provenant de l'un et de l'autre. Voilà, ils vont séquencer leurs informations par accouplement d'informations génétiques. Donc, quelque part, quand on regarde bien, c'est quoi? C'est un accouplement de bagages génétiques. Hein. C'est un bagage génétique qui va s'accoupler, qui va donner voilà, une nouvelle information. Nouvelle information basée sur deux informations existantes. Il y a deux informations existantes, ben, elles se croisent pour donner une nouvelle information. Donc un nouvel être. Voilà. C'est un nouvel être qui vient à partir de deux informations. Donc deux informations génétiques vont donner une nouvelle information génétique qui va donner un nouvel être. Avec une nouvelle information génétique, mais basée sur des informations génétiques voilà, des jeunes parents. Voilà, et là vous voyez par exemple une image qui vous montre. Là, on a chromosome à une chromatide, on n'a qu'une seule chromatide. Par contre, à droite, on a un chromosome avec deux chromatides. Donc si je vais le mettre là, hein, c'est justement ça ici qui est là, tissu, c'est le moment. Voilà, je vais mettre un chromosome ici. Il existe donc celui-là, chromosome à une chromatide. Et là, on a une chromatide, on en a une deuxième. Ah, la deuxième, elle est là. Voilà. Et ils sont réunis tous les deux par un centromère ici. Là, il y a un centromère. Vous voyez qu'il y a deux chromatides. Par contre, là, il n'y a qu'une seule chromatide avec un centromère. On n'a qu'une seule chromatide avec un centromère. Voilà, je vous remercie.